En 1914, Mousson est un lieu célèbre en Lorraine, situé à mi-chemin entre Nancy et Metz. Sa butte offre un point de vue remarquable, d'où l'on peut observer les communes de la vallée de la Moselle, comme celles de Pont-à-Mousson, Sainte-Geneviève et d'Uxon. Jamais son utilité ne sera démentie. Durant toute la Première Guerre mondiale, elle servira d'observatoire pour les troupes de l'armée française et sa situation stratégique sera convoitée par les belligérants. Mousson, lieu de combat, sera en partie détruit par les obus ennemis et les batailles livrées, comme en témoignent les nombreux vestiges visibles aux alentours. Sa chapelle sera inlassablement bombardée. Sur la butte, il est encore possible de distinguer les ruines de postes optiques, de guetteurs d'avions et d'observatoires utilisés par les soldats pour prévenir du danger. On aperçoit les traces des chemins empruntés et le cimetière de la Chapelle des Lumières, paysage sous lequel courent les galeries souterraines où circulaient les soldats pour accéder aux différents points de quai. Ces vestiges nous rappellent que la guerre n'est pas si loin. Témoins d'événements dramatiques, ils permettent de se remémorer ces faits d'histoire pour mieux les comprendre et ne jamais les verser dans l'oubli. L'époque qui sépare la guerre de 1870 de celle de 1914 connaît l'apogée de l'Europe. Les États allemands ont été regroupés autour de la Prusse en une seule nation. Le mouvement pangermaniste a l'ambition de former une puissante nation qui rassemble tous les États de langue allemande. En 1870, le traité de Francfort a fait perdre à la France l'Alsace et la Lorraine. Les grandes nations européennes dominent le monde, tant sur le plan économique que militaire. Les systèmes d'alliance divisent l'Europe en deux camps. D'un côté, il y a la triple alliance qui regroupe l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, et de l'autre, il y a la triple entente associant la France, l'Angleterre et la Russie. Dans les Balkans, une instabilité croissante creuse le fossé entre ces deux camps, et les tensions deviennent extrêmes. Le 28 juin 1914, le double assassinat de l'archiduc François Ferdinand et de sa femme fait tout basculer. Le 3 août, la Première Guerre mondiale est déclarée. En 1914, la France compte 41 millions d'habitants, une population essentiellement rurale, dont presque la moitié vit de la terre. Fournissant un travail physique éprouvant auquel tout le monde participe, hommes, femmes, enfants et personnes âgées, ils ont un quotidien rythmé par les travaux agricoles, parfois aidés d'une charrue tirée par les bœufs ou un cheval. Les villages à l'époque vivaient surtout en autonomie et il y avait un moulin à Aube où les paysans montaient le grain pour le faire moudre, qui permettait donc de faire de la farine et à partir de cela de faire son pain. Il y avait là dans la pièce à côté là, un four à pain que mon grand-père faisait du pain là, pour le quartier. Les dimanches c'était du pain amélioré, un pain brioché, quoi. Ça durait toute la semaine. D'autre part il y avait une forge au village pour ferrer les chevaux, essentiellement, mais aussi fabriquer les outils. Et puis il y avait un menuisier, le menuisier local, qui répondait donc aux besoins locaux des habitants. Voilà, la vie au village. Le pays a aussi de plus en plus besoin d'acier pour les rails des chemins de fer, les machines à vapeur, les machines textiles. La révolution industrielle est en marche. Le pays passe d'une société à dominante agricole et artisanale à une société commerciale et industrielle. La France fait partie de la première vague d'industrialisation dès le XIXe siècle. Des corps d'armée arrivent de toute la France en un carrousel inimaginable, maîtrisé de main de maître par la compagnie de chemin de fer. On compte alors jusqu'à 3 trains par heure qui acheminent les soldats à Nancy. Les troupes du 20e corps, basées à Nancy, Toul, Lunéville et Saint-Nicolas-de-Port, rejoignent en quelques heures leur emplacement de couverture en Lorraine. La frontière se trouve sur la rivière de la Seille, à quelques kilomètres de Mousson, et il est ordonné aux troupes de stationner à 10 km de là afin de ne pas provoquer d'incidents qui seraient prétexte à une entrée en guerre. Les nouvelles troupes qui arrivent s'alignent avec la 2e armée pour se préparer à l'attaque. Entraîné depuis des années, le 20e corps constitue le fer de lance de l'armée.
Il est disposé en arc de cercle devant Nancy, du mont Sainte-Geneviève jusqu'à Dombasle-sur-Meurthe. Beaucoup pensent que la guerre sera finie à Noël. Quelques autres, comme le général de Castelnau et le colonel Drian, ont compris qu'elle durera longtemps. À Pont-à-Mousson, dès le 1er août, la vie s'organise pour faire face à l'invasion allemande. Le maire met en place dans sa commune un conseil des notables pour gérer au mieux les intérêts de la cité. Des tranchées sont creusées un peu partout le long de la rive gauche et des barricades de fortune sont construites avec chariots, échelles, tonneaux de sable, fagots un peu partout. Pour éviter les disputes et les bagarres, tous les débits de boissons sont fermés à 8 heures du soir. Les magasins d'alimentation, boulangeries, boucheries, épiceries sont eux ouverts de 8 heures à 18 heures. Le mardi 11 août à 7 heures éclate une vive canonnade. On aperçoit les batteries installées sur le Xon, mais on ne sait pas si elles sont allemandes ou françaises. Le mercredi 12 août, une autre canonnade éclate du côté de Léménil. Le lundi 17 août, à 23 heures, les habitants sont brusquement réveillés par le sifflement d'une quinzaine d'obus qui passent sur la ville et s'en vont éclater vers Léménil, Mousson et Hatton. Beaucoup se réfugient dans les caves. Tout le pays se prépare à affronter cette guerre qui sera longue. Par une radieuse après-midi, j'ai quitté Nancy dans la direction de Metz. J'allais en automobile et commençais de gravir une haute colline isolée. Et j'achevais l'ascension à pied avec mes amis à travers les sentiers d'épines fleuries. Depuis plusieurs kilomètres, nous allions dans une parfaite solitude, coupée seulement par la rencontre de quelques groupes de soldats. Si j'avais vu quelque chose d'intéressant, j'aurais à le taire. Je ne noterais que l'admirable soleil, les vastes espaces traversés par les détonations de l'artillerie et ponctués çà et là de petites fumées. Pourtant, il me sera permis de dire que cette colline, que je gravis ainsi par cet après-midi, c'est la colline de Mousson, et que j'y viens prendre une vue de toute la partie gauche des opérations qui sauvèrent Nancy. Mousson est un des observatoires d'où l'on embrasse l'horizon le plus charmant et le plus vaste. Ce fut un temple de Jupiter, un cap romain contre les barbares, un château féodal lorrain. L'antique passé s'anéantit auprès de l'histoire récente. Juste à nos pieds, voici Pont-à-Mousson, tout étincelante sur la Moselle, et que les Allemands bombardent. Devant nous, sur notre rive, ce pilon dénudé, c'est la pointe de Xon, où l'on voit courir la ligne des tranchées. Lui faisant pendant sur l'autre rive cette longue côte forestière, c'est le Bois-le-Prêtre, dont les Allemands ne tiennent plus que l'extrême corne nord. Enfin, dans le lointain, derrière le Xon, avec un peu d'effort, je distingue Metz. Mais plus encore, ce qui attire le cœur, c'est ce Bois-le-Prêtre où la canonnade ne s'arrête pas, où nous avons tous des amis, où les officiers et les soldats d'infanterie, au prix de sacrifices héroïques, pied à pied gagnent du terrain chaque jour, chaque nuit reçoivent et repoussent les furieux assauts allemands. Vestiges, ruines, vieilles pierres, cimetières. Dans un écrin de verdure ouvrant sur l'horizon, les traces d'un passé funeste rappellent à la mémoire ces milliers de soldats tombés pour leur patrie.